En fait, il y a deux internets en Iran. Il y a l'internet local qui est géré par l'État et il y a l'internet international. Mais l'internet international est accessible que par des VPN. Et justement, ces VPN, ils peuvent les utiliser que via l'achat via Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Dans un état totalitaire comme en Iran où tu es censuré pour ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, les personnes que tu soutiens, les personnes que tu écoutes, peut-être que demain, ce sera interdit. Même si c'est Kamala Harris qui est votée, ce serait même la meilleure chose pour Bitcoin parce que toute l'économie des États-Unis irait potentiellement dans le mauvais sens, il y aurait potentiellement plus de censure qui s'installerait et donc Bitcoin s'imposerait comme une alternative. Marius, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, toujours un plaisir. Cool. Pour contextualiser, on est à Surfin Bitcoin, à Biarritz donc. Je pensais que c'était important de t'avoir pour qu'on discute un petit peu parce qu'on parle souvent de Bitcoin en NGU, Number Goes Up, mais on parle un peu moins souvent de Bitcoin comme un outil de souveraineté et donc de combat politique également. Et je pensais que ce serait intéressant d'avoir ta perspective sur le sujet en sachant que tu es toi d'origine iranienne, tu as un petit peu étudié le sujet sur Bitcoin en tant qu'outil de souveraineté en Iran. Donc est-ce que peut-être que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, expliquer ton parcours et comment tu en es arrivé là? Ouais, très bien. Bonjour à tous, moi c'est Marius et donc peut-être le fait le plus notable c'est que je travaille avec le média Cryptost, donc qui est focus sur la crypto et je suis le maximaliste un poil toxique de la team. Et donc récemment, il y a plusieurs mois maintenant, j'ai commencé à faire des recherches sur l'adoption de Bitcoin en Iran parce que c'est un sujet qui me concerne directement, comme tu as dit, de mes origines. Et c'était un sujet qu'on entendait beaucoup parler sur Twitter où on disait oui, il y a beaucoup de mineurs en Iran, etc. Mais on ne sait pas trop comment le jauger. Et donc je me suis dit, il n'y avait pas d'études précises sur le sujet, donc je me dis il faut que j'en fasse une. Et le fait que je sois en partie iranien m'a permis d'avoir accès à des contacts peut-être un peu plus privilégiés, et, des retours de personnes un peu plus calées qui seraient plus à même de s'ouvrir plutôt juste un journaliste étranger. Et donc voilà, j'ai écrit ce papier que j'ai publié maintenant il y a plusieurs mois, en février. Mec, c'est vrai que j'ai l'impression que l'Iran, c'est un petit peu comme la Chine. On en parle beaucoup, mais c'est un petit peu difficile d'avoir de l'info. Et c'est des pays qui sont quand même assez opaques par rapport à ce qui se passe dans nos entre guillemets, démocraties occidentales. Mais c'est cool, c'est super d'avoir le retour d'expérience parce que toi, en fait, du coup, tu es d'origine iranienne. Et donc, du coup, tu as de la famille là-bas et tu vas régulièrement là-bas, quoi. Ouais, alors, à cause des conditions, ma famille est parsemée autour du monde. Mais j'ai encore de la famille là-bas. Et donc, oui, qui reste principalement ma grand-mère et certains autres membres. Mais la majorité est déjà à l'étranger depuis des dizaines d'années. Ok. Et alors qu'on puisse comprendre un petit peu le contexte là-bas, en termes d'inflation et de politique monétaire, est-ce qu'ils ont beaucoup d'inflation comme chez nous? Est-ce qu'ils sont, ça se passe comment? Ils ont une banque centrale? Alors oui, ils ont même beaucoup plus d'inflation que nous. Ça tourne environ à 40-45% d'inflation c'est énorme. par an. Ouais. Après, c'est chiffre officiel, donc on connaît. Ah oui, d'accord, donc ça doit être beaucoup plus, quoi. Dans la réalité, c'est beaucoup plus. Ok. Et surtout qu'à certains moments, par le passé, le gouvernement a choisi de juste changer le prix du pétrole. Instantanément, enfin du jour au lendemain et sans prévenir, sans se concerter avec la population ou quoi. Et donc des fois ils se disent le prix du pétrole on va le doubler et vous faites avec. Et donc je pense que les chiffres d'inflation c'est sans compter ces pics-là, enfin ces changements de prix du pétrole. Et niveau oui, ils ont une banque centrale qui est ultra centralisée, encore plus. Je sais pas ce qu'on peut être plus centralisé qu'une banque centrale. C'est une banque centrale, donc ouais. Et donc du coup, les gens historiquement, c'est ce que tu me disais avant qu'on attaque l'interview, les gens historiquement utilisent le dollar pour épargner et essayer un petit peu de se hedge par rapport à l'inflation, c'est ça? Oui, dans l'économie traditionnelle, de toute façon, les réserves de valeur, c'est l'or en tant qu'actif et le dollar en tant que cash, en tant que monnaie du quotidien. Et
Donc forcément, c'est les actifs vers lesquels ils s'orientent par défaut. Et surtout qu'il y a une grosse méconception de comment les monnaies fonctionnent là-bas, un peu comme en Europe. Mais beaucoup de personnes pensent encore que le dollar est adossé à de l'or. Et donc, Comme partout dans le monde. Voilà, donc c'est un peu une problématique. Et puis quand tu as une monnaie, le dollar, on va dire, l'inflation va être à 10%. Si on se dit qu'en Iran, l'inflation est à plus de 50%, quoi qu'il arrive, t'es gagnant en change en fait. Bah c'est ça, et puis on en parlera peut-être plus précisément plus tard, mais il y a beaucoup aussi d'utilisation de shitcoin et de crypto, pas forcément que Ethereum ou les plus connus, mais aussi beaucoup de Dogecoin, Shiba, etc. Et en fait, quand tu as ta monnaie qui perd 45% de son inflation, 45% de sa valeur toutes les années, même le pire shitcoin est un meilleur investissement que leur monnaie. Donc c'est pas de l'hyperinflation, mais c'est quand même de l'inflation suffisamment forte pour voir du jour au lendemain toute ta valeur se dévaluer, tout ton patrimoine se dévaluer. Et donc tu me disais aussi également que historiquement, il y avait une adoption assez élevée des stablecoins, notamment de Tether, mais apparemment il y aurait des risques. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu là-dessus ? Ouais, à partir du moment où, donc peut-être pour rappeler la condition bancaire là-bas, c'est que en fait l'Iran est interdite de SWIFT et de commercer avec les pays aux alentours. Oui, ça, on y reviendra. Il y a une espèce de blocus monétaire et commercial autour de l'Iran. Ils ont été sortis du système SWIFT. Donc concrètement, moi, avec un compte bancaire français, il m'est quasi impossible de faire un virement en Iran, on est d'accord ? C'est juste impossible. Et donc pour contourner ça, il y a plusieurs structures qui peuvent être faites, plusieurs mécanismes alternatifs qui peuvent être faits, dont par exemple des entreprises qui essayent de s'exporter un peu, qui créent des succursales, des sortes de filiales de leur entreprise dans d'autres pays, notamment beaucoup à Dubaï et apparemment, ce que j'ai entendu récemment, en Corée du Sud aussi. Donc c'est pour faire un équivalent de MoneyGram ou pour réussir à avoir de la liquidité entre les États, quoi. Parce que je ne sais pas s'ils peuvent vraiment faire circuler de la monnaie entre l'Iran et leur compte bancaire à l'étranger, mais en tout cas ça leur permet en fait de développer leurs activités dans d'autres pays. Okay. Et donc ça se fait beaucoup à Dubaï. Et pour revenir sur Tether, du coup, ça se passe comment là-bas ? Tether, c'est tout simplement l'accès le plus facile qu'on peut avoir au dollar n'importe où dans le monde, avec une simple connexion Internet. Donc forcément, ça s'est imposé comme une bonne solution pour les Iraniens. Et le risque, c'est tout simplement la censure, parce que Tether, c'est centralisé, c'est dépendant des lois des États-Unis, et du jour au lendemain, si les États-Unis font pression sur Tether et leur demandent de censurer toutes les adresses qui pensent appartenir à des Iraniens, potentiellement tous les Iraniens se feront censurer. D'accord. Il y a déjà eu des cas un petit peu comme ça ? Alors, j'en ai pas entendu personnellement de cas de censure comme ça précis. Ça a sûrement dû arriver, quoi. Ça a sûrement dû arriver, oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Tether n'a même pas besoin que les États leur mettent la pression. Eux, en fait, ils le revendiquent dans leur papier officiel. Ils le disent, nous, on est prêts à travailler avec les agences de renseignement, notamment. Donc, alors après, ça dépend, tu vois. Si c'est une demande qui vient du gouvernement de l'Azerbaïdjan, elle va pas être traitée de la même manière que si c'est une demande qui vient de l'Angleterre ou des États-Unis. Mais en tout cas, ça, c'est les chiffres officiels de Tether. Depuis qu'ils ont commencé, ils sont à 800 millions de Tether qui ont été freeze. Donc, en collaboration avec les États-Unis ou les grands gouvernements de ce monde. Donc c'est quand même là qu'on voit la limite de ces espèces de stablecoins qui sont centralisés. C'est-à-dire que je pense que dans les années à venir, de plus en plus, ils vont commencer à collaborer avec les gouvernements. Et en fait, j'imagine que quand tu es un Iranien, tu n'as pas forcément envie d'avoir ton épargne épargnée dans un outil qui peut être débranché du jour au lendemain par l'État américain, surtout en sachant ce qui se passe entre les deux pays, tu vois. Au cours des dernières années, Tether était il était vu un peu comme un actif relativement risqué, mais que tout le monde utilisait quand même. Mais ils étaient très opaques pendant longtemps sur leurs réserves et sur leurs activités sur les activités qu'ils avaient avec les fonds. Mais dernièrement, ils sont orientés justement vers pour présenter une ouverture, je sais pas comment on peut dire ça.
une transparence, voilà. Et ils se sont orientés vers une transparence plus grande. Et notamment, dernièrement, ils se sont opposés à MiCA, donc ils ne sont pas régulés en Europe. Mais par contre, ils sont prêts à se réguler aux États-Unis. Et donc, d'ailleurs, il y a une proposition de loi qui est en cours d'études qui devrait être votée prochainement aux États-Unis, qui ferait passer en fait les émetteurs de stablecoin comme des sortes d'entités liées à la banque centrale. Et je ne me souviens plus du terme exact sur ça, mais je pourrais te partager un article là. D'ailleurs, la fameuse théorie que moi je pense qui est assez crédible, qui serait de dire que on nous tend souvent l'éventail des CBDC, des monnaies de banque centrale, mais moi j'ai bien l'impression que les stablecoins pourraient être utilisés de cette sorte-là, en sachant que ils sont totalement régulés par les gouvernements et ils ont déjà une adoption de masse partout dans le monde. Donc ça permet d'exporter le dollar dans des pays où il n'y a même pas d'infrastructure bancaire, quoi. Ouais, mais je pense que la limite encore pour que les stablecoins deviennent vraiment des MNBC, c'est le contrôle du réseau sur lequel ils circulent. Donc aujourd'hui la majorité circule sur Tron qui est très centralisé, donc je pense qu'ils n'auront aucun mal à contrôler Tron. Ethereum c'est un peu plus complexe, même si la dernière fois que j'ai regardé, on était à environ 43% de blocs Ethereum qui sont OFAC compliant. Donc ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 7 points en fait, de passer à potentiellement les États-Unis qui pressent les validateurs pour effectuer un fork et censurer complètement la chaîne. Oui, non, mais même si la blockchain est décentralisée d'une certaine manière, si de toute façon Tether comply, ils peuvent freeze les assets quoi qu'il arrive. C'est encore plus facile en fait avec un contrôle total de la blockchain. Ah ouais, directement. Ouais. Encore plus, ça fait un facteur risque de plus. C'est ça, et en fait je pense que les utilisateurs d'Ethereum ne s'en plaindraient même pas parce qu'on a déjà aujourd'hui plus de 40% des blocs qui sont compliant et personne ne dit rien, personne n'en parle. Et quand je discute avec des fans d'Ethereum de ça, je leur dis mais ça c'est un problème, tu vois bien, on a les chiffres. Ils sont là, mais non c'est pas grave parce qu'en fait on attend juste 2 fois plus longtemps donc au lieu que ça prenne 6 secondes, ça va prendre 12 secondes ou le 12 ça prend 24. Oui d'accord, mais en fait il y a un risque de ouais, mais les utilisateurs d'Ethereum ne sont pas dans l'écosystème pour les mêmes raisons que nous, hein. Ça je l'ai quand même compris depuis pas mal de temps, c'est assez intéressant un petit peu de voir les différences de mindset entre les deux écosystèmes. Et alors, donc, tu me disais que donc, il y avait un facteur risque qui était assez important sur l'USDT, donc Tether. Qu'en est-il de l'adoption Bitcoin ? Parce que oui, pour refaire, qu'en est-il de l'adoption de Bitcoin ? Et notamment, y a-t-il une adoption de Bitcoin pour les paiements internationaux ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une espèce de blocus qui existe autour de l'Iran, donc qui ne permet pas aux gens d'échanger de la valeur jusqu'à l'Iran. Donc, est-ce que ça a réveillé un petit peu les gens sur Bitcoin ou pas trop ? Concernant les chiffres, il y avait quelques données que j'ai utilisées dans mon papier justement, mais qui datent de novembre 2023. Donc Bitcoin était sous les 30 000, il me semble à ce moment-là. Donc je pense que depuis, ça a augmenté. Mais il y a environ un quart de la population qui utilise des cryptos, enfin qui détient des cryptos. Donc ce qui est plus de 2 fois plus qu'en France par exemple. Et en termes de part. Et dans ceux qui détiennent du Bitcoin, c'est environ 20% d'entre eux. Okay. Donc ça fait quand même un nombre assez conséquent. Et je pense que, comme je dis, qu'aujourd'hui c'est un peu plus haut. Et pour l'utilisation donc des paiements internationaux, donc oui, ça se fait aussi beaucoup en Tether, comme on le disait juste avant, et en Bitcoin. Et en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de censure aussi sur Internet. Et le seul moyen pour les gens d'accéder à Instagram, à des sites, par exemple même mon site à moi où il y a mon étude, les Iraniens ne peuvent pas y accéder parce que c'est bloqué, parce que le truc que j'utilise c'est un truc qui est US compliant et donc ça bloque l'accès des Ah oui, donc il y a un blocus également sur les réseaux sociaux, donc Instagram, WhatsApp, tout ça. En fait, il y a 2 internets en Iran. Il y a l'internet local qui est géré par l'État et il y a l'internet international. Mais l'internet international est accessible que par des VPN. Et justement, ces VPN, ils peuvent les utiliser que via l'achat via Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Et donc c'est principalement la principale utilisation que les gens font parce que c'est vraiment tout le monde, en tout cas une grosse partie de la population, qui utilise des VPN pour leur consommation d'internet quotidienne. Ouais, pour la petite anecdote d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'avais regardé à l'époque un documentaire qui s'appelait L'affaire Peugeot, il me semble.
Et en fait, cette espèce d'embargo et de blocus qu'il y a eu avec l'Iran, historiquement, entre la France et l'Iran, il y avait beaucoup de relations commerciales. Et donc, Peugeot était le premier marché à l'export. L'Iran, pardon, était le premier marché à l'export de Peugeot. Et pour des raisons qui sont juste de l'allégeance aux États-Unis et à Israël notamment, la France avait décidé de faire un embargo sur l'Iran et d'arrêter toute relation commerciale. Et donc Peugeot s'était tiré une balle dans le pied. Enfin, l'État français s'était tiré une balle dans le pied parce que Peugeot, qui est un gros acteur industriel en France, avait perdu son deuxième marché à l'export. Et donc il y avait eu des fermetures d'usines. En plus, c'était un petit peu après la crise de 2008. Donc c'est pour montrer que nos gouvernements ne sont pas du tout rationnels et que par allégeance avec allégeance pour la politique extérieure des États-Unis, on en vient à faire à avoir des décisions qui sont complètement déconnectées de la rationalité en fait. Bah, c'est un peu que ce qu'on a vu aussi avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où tu as plein d'entreprises qui se sont dit on arrête de travailler en Russie. Et tout ce qu'ils ont fait, en fait, c'est d'accord, ils ont arrêté de soutenir entre guillemets la Russie, mais au final, ils leur ont donné tous leurs locaux, leurs employés, leurs produits, toute leur matière première qui est restée sur place et donc qui a été utilisée tout simplement par les Russes. Et donc là, c'est la même chose que tu disais, Peugeot, justement, qui est maintenant réutilisé, où il y a toujours des Peugeot, enfin des fausses Peugeot, un peu comme si on allait, je sais pas, sur le marché de Saint-Denis, on pouvait acheter du faux Nike. Et bah là, c'est un peu la même chose, on achète du faux Peugeot. Okay. C'est toujours des Peugeot, c'est les mêmes, là, ça ressemble à une Peugeot, juste le logo est différent et il y a quelques trucs qui changent. Ah ok, intéressant. Et c'est intéressant, moi j'avais passé 6 mois en Argentine l'année dernière. Et pour revenir sur l'adoption de Bitcoin qui peut passer par un use case concret, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es un Français en Argentine, tu as tout intérêt à utiliser Bitcoin, même si tu n'es pas un Bitcoiner, dans le sens où la plupart des commerces n'acceptent que le cash. Et si tu veux retirer du cash avec ta carte bleue, tu vas payer l'équivalent de 20% de frais. Et or, tu as des desks qui te permettent d'échanger du Bitcoin contre du cash en no KYC. Et là, le spread est à 2%. Donc si en gros, moi, je suis un Français qui vient en Argentine et que je veux dépenser mon argent, si j'utilise le système bancaire, je vais payer 20% de prêt. Mais si je fais un virement à Coinbase ou à Bull Bitcoin ou à n'importe quel échange et que j'achète des Bitcoins et qu'ensuite je les échange contre des pesos, et ben là, je vais payer 2% de frais. Donc c'est assez marrant de voir comment nous, en France, on va arriver sur Bitcoin, sur un état d'esprit politique, le fait qu'on a un engagement ou qu'on comprend la tech, mais il y a vraiment des gens qui arrivent au Bitcoin par le use case et par le concret, tu vois. Et la question que je voulais te poser, c'était est-ce que tu sais s'il y a de la liquidité entre Bitcoin et le cash en Iran? Parce que du coup, quand ils achètent du Bitcoin, si jamais ils veulent le vendre, comment ça se passe concrètement? Ouais, ils ont donc, comme je t'en avais parlé juste avant, en fait, ils utilisaient beaucoup les plateformes d'échange genre Binance, mais avec des fausses pièces d'identité. Parce qu'officiellement, Binance n'avait pas le droit de fournir un service aux Iraniens. Mais dernièrement, ça fait 2-3 ans qu'ils ont lancé des exchanges locaux. Et donc, ils peuvent acheter, revendre, etc. Et donc, c'est pas du tout interdit d'utiliser des crypto-monnaies et Bitcoin en Iran. Mais c'est plutôt facile de s'en procurer. D'accord. Et donc voilà. Et d'ailleurs, donc il y a des échanges qui sont régulés et qui sont autorisés par le gouvernement, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, petite mention pour une personne, un Iranien, si jamais les gens veulent aller le voir, il s'appelle Stupid Risks. Et en fait, c'est un Iranien qui a traduit le bot Telegram LNP2P bot. Et donc, il a traduit en persan pour que les gens, tout simplement, puissent échanger du rial, donc la monnaie locale, avec du Bitcoin. Donc, pour expliquer, j'imagine que c'est un bot avec un système d'escroc qui permet d'échanger en P2P, un petit peu comme Bisq ou Hodl. C'est ça, mais via Telegram directement, et ça te met en relation en fait avec un autre utilisateur qui lui veut vendre ou acheter en fait. Ok, donc il y a quand même des gens qui, malgré le fait qu'ils puissent acheter des bitcoins de manière légale en utilisant des KYC, je présume, qui ont quand même un petit peu l'état d'esprit privacy, vie privée, et qui donc passent par ces outils-là pour acheter bitcoin. Ok. Bah, c'est surtout que en fait en Iran, même si c'est légal,
Tu sais pas comment est-ce que ça va évoluer. Enfin, c'est la même chose en France, tu vois. Demain, ils peuvent interdire Bitcoin et d'un coup, toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin dans les dernières années se font ficher et suivre et tout ce que tu veux. Et en fait, dans un état totalitaire comme en Iran où tu es censuré pour ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, les personnes que tu soutiens, les personnes que tu écoutes, bah en fait, peut-être que demain, ce sera interdit d'avoir des crypto-monnaies. Et donc, c'est un besoin et c'est une vraie peur de plein de personnes. Donc, la personne dont je parlais, Stupid Risk, qui est anonyme, donc si jamais vous le connaissez. On peut le suivre sur Twitter? Ouais, sur Twitter, Noster, etc. N'hésitez pas à faire un tour. Et donc, ouais, c'est un besoin pour lui vraiment de créer ça et pour permettre à plein de gens d'échanger facilement, surtout sur Telegram, parce que Telegram, c'est une application qui est beaucoup utilisée en Iran. Et donc voilà. Ok, super. Et alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans Bitcoin, c'est un petit peu l'aspect outil donc de lutte et outil un petit peu pour de contre-pouvoir face à l'État. J'étais assez impliqué à l'époque en 2018 dans les manifs, les gilets jaunes et toutes ces choses-là. J'avais un petit peu essayé, un petit peu peut-être naïvement, d'essayer d'entre guillemets d'orange peel un petit peu toutes ces pans de la population française. Mais je pense qu'à l'époque c'était un peu tôt. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont un petit peu plus prêts pour partir sur ces sujets-là. Et je me souviens, on avait eu l'anecdote, je ne sais pas si tu t'en souviens, du gitan de Massy, Christophe Détinger, qui était le boxeur gilet jaune. Okay. Tout le monde avait vu la vidéo. En fait, c'était pendant les manifs des gilets jaunes, il y avait un boxeur qui était allé à main nue et qui avait cassé un peu la gueule à des flics en habit anti-émeute. Et c'était un petit peu un symbole assez intéressant où on voyait le plèbe un peu qui était dans les barricades. C'était un peu... très révolutionnaire, Marianne, la liberté. Et donc, du coup, ce mec-là s'était fait arrêter par la police. Il allait aller en procès et il y avait une cagnotte Litchi qui s'était construite pour payer les frais d'avocat de ce mec-là. Et donc, cette cagnotte Litchi avait fait le buzz. Elle avait récolté 1 million d'euros en moins de 24 heures. Et en fait, elle s'était fait censurer par Litchi qui appartenait, je crois, à une grosse banque française, et donc du coup qui avait freeze les assets des gens qui avaient cotisé pour lui payer ses frais de défense. Et donc du coup, moi je m'en souviens, à ce moment-là, j'étais « Ah, c'est bon, là c'est le pendulum shift, c'est le moment où tous ces gens-là vont se rendre compte de la proposition de valeur de Bitcoin et qu'on peut utiliser Bitcoin comme un outil pour résister. » Et finalement non, je pense que c'était un petit peu trop tôt, et moi j'attends de voir ça en France, vraiment un moment un petit peu comme on a eu les truckers au Canada, où vraiment les mecs s'étaient fait saisir leur compte bancaire et qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des donations sur Bitcoin. Et est-ce que tu penses que en Iran, Bitcoin a été identifié comme un outil qui pouvait être utilisé donc, pour résister face au gouvernement ou pas encore? Clairement pas. En fait, avec 45% d'inflation, en fait, ta première priorité, c'est préserver la valeur de ton patrimoine et être capable de te nourrir et nourrir ta famille. Donc pour eux, c'est vraiment, comme je disais, en fait, le pire shitcoin est une meilleure réserve de valeur que leur monnaie locale. Donc forcément... donc forcément pour eux en fait c'est pas une priorité d'être résistant à la censure, même si c'en est une, mais dans l'environnement dans lequel ils évoluent, c'est vraiment le premier but, c'est de préserver de la valeur et pour tout simplement survivre encore quelques mois. Et ensuite le reste forcément ça vient plus tard, mais il y a un petit peu une sorte de sentiment de désespoir au niveau de ce qui peut changer, et beaucoup d'Iraniens disent mais ça changera jamais, ils sont trop puissants, etc. Donc il y a aussi ce sentiment en fait ça sert à rien, on lutte, mais quoi qu'il arrive on n'est pas assez puissant. Mais j'espère que ça va changer dans le temps, surtout avec ce qui se passe, les tensions géopolitiques. Il y a moyen que ça change et que Bitcoin puisse s'imposer parce que les gens en entendent quand même parler. Ça représente quand même une grosse partie de la population qui en détient. Et je pense qu'avec le temps, ouais, ça va venir. Ok, donc du coup, ils l'ont identifié comme un outil de hedge face à l'inflation, mais pas encore forcément face à un outil qui peut permettre d'accéder au paiement et d'éviter la censure un peu moins. Ouais, c'est vraiment de la spéculation en fait. Ouais. C'est n'importe quoi qui va garder plus de valeur que leur monnaie locale, ils vont le prendre. Ouais. Du coup, il y a une dernière question que je voulais te poser.
On en parlait un petit peu tout à l'heure déjà sur Twitter, notamment en 2021, 2022, on parlait beaucoup de l'adoption des États, le El Salvador, tous ces pays-là, l'Argentine. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rumeurs qui traînaient un petit peu sur la Russie, l'Iran. Même moi qui suis un shitposter sur Twitter, ça m'était arrivé de faire des faux communiqués de presse en Iran, en disant que l'État avait adopté Bitcoin pour déconner, et puis les gens ils le prenaient au sérieux, tu vois. Et est-ce que tu penses que ces rumeurs sont fondées? Est-ce que tu penses que c'est possible que l'État mine avec donc de l'énergie qui est produite par leur système qui doit être nationalisé, je présume? Et donc ça, ce serait le premier volet de la question. Et est-ce que tu penses que l'État a identifié Bitcoin comme un outil qui pourrait leur permettre, par exemple, je sais pas, d'échanger avec d'autres pays, notamment la Russie, et d'un petit peu de contrebalancer l'hégémonie du dollar américain? Pour le sujet donc, du minage, c'était quoi ta question exactement? La question, c'était déjà faire le point sur le mining en Iran. Est-ce que ça mine en Iran? Et est-ce que tu penses que l'État iranien a branché des mines? Bah, y a beaucoup de minage. Je crois que si on regarde dans les pays, dans le classement des pays qui minent de Bitcoin, je pense que l'Iran est plutôt haut. Il n'est pas non plus à 5% du hash rate, mais est quand même assez haut, peut-être un top 10 ou top 15, donc ce qui est assez important. Mais il y a beaucoup de minage en fait illégal et fait sur des branchements sur la prise d'électricité du réseau national, enfin du réseau normal, pour miner, qui est détourné pour miner. Donc ce serait détourné par des individus? Par des individus ouais, qui vont miner soit chez eux, soit sur des, je sais pas, sur des terrains récupérés ou autres. Et donc, parce qu'il y a cette activité illégale, qui d'ailleurs a été officiellement interdite il y a peut-être un an, un truc comme ça, sûrement le gouvernement a fait des saisies de machines et de matériel de minage. Et donc, potentiellement, ils se sont mis à miner eux-mêmes. Donc, du coup, on a un pays qui a de l'énergie pas chère, parce que l'Iran a un des coûts électriques les moins chers. Ouais, c'est un des pays qui a le plus de gaz au monde. Ouais. Ils ont saisi des miners, donc ça permet un petit peu la spéculation, quoi. Ce serait un petit peu bête de leur part de ne pas les utiliser, quoi. Je pense. Après, surtout dans le contexte d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Je pense en tout cas ce serait le move smart, mais après est-ce que c'est pas, on se dit pas c'est intelligent parce qu'on est bitcoiner. C'est ça. Peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être pas, peut-être qu'ils sont en train de le faire en ce moment et qu'ils l'avaient pas fait avant, parce que en ce moment il y a tout un tournant qui est en train de se faire autour de la dédollarisation et Bitcoin s'impose un peu comme une solution alternative. Et surtout que l'Iran a récemment rejoint les BRICS. Donc maintenant c'est les BRICS plus. Maintenant il y a l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine je crois, et plusieurs autres pays. Donc forcément ça les ouvre un peu plus à l'économie mondiale, alors qu'avant ils étaient vraiment enfermés à cause de l'embargo. Et donc forcément Bitcoin je pense devient un sujet. Surtout petit fun fact, récemment il y a l'ambassadeur russe en Amérique latine, parce que comme c'est des petits pays, ils gèrent plusieurs pays en même temps. Qui a dit qu'ils étaient en discussion avec le Salvador et que potentiellement ils se serviraient bientôt de Bitcoin pour faire des transferts, faire des transactions entre la Russie et le Salvador. Et le Salvador. Parce que en gros le Salvador ne veut pas avoir de roubles pour pas avoir de problème avec la Banque centrale des États-Unis, mais en même temps la Russie ne veut pas utiliser le dollar. Forcément, enfin ils peuvent pas tout simplement. Et donc Bitcoin, comme c'est la deuxième monnaie au Salvador, c'est imposé comme une alternative. Et donc il sera en discussion justement pour pouvoir faire des transactions entre les deux pays. Donc nous en tant que Bitcoiner quand même, si on veut être un peu selfish entre guillemets, le fait que les États-Unis créent des espèces d'embargo monétaires contre la Russie et l'Iran, c'est un petit peu, it's good for Bitcoin, dans le sens où ça leur donne vraiment une incentive à utiliser Bitcoin pour se brancher et à échanger entre pays, quoi. Ouais, quoi qu'il arrive, je pense que tout est bon pour Bitcoin, même les personnes qui l'attaquent. Je sais plus qui parlait de ça. C'est peut-être Matthew Kratter de Bitcoin University. Je sais pas si
Enfin, il a une chaîne YouTube et il est pas mal suivi sur Twitter. Et je crois que c'est lui qui disait, en fait, par rapport aux élections des États-Unis, même si c'est Kamala Harris qui est votée, en fait, ce serait même la meilleure chose pour Bitcoin parce que ça irait dans toute l'économie des États-Unis irait potentiellement dans le mauvais sens, il y aurait potentiellement plus de censure qui s'installerait et donc Bitcoin s'imposerait comme une alternative. Alors que si c'est Trump qui arrive aux États-Unis, qui adoptent Bitcoin, qui font une réserve de Bitcoin, Bitcoin va être vu comme un actif qui peut se faire accaparer par les banques, par les institutions financières, etc. Et donc ça deviendra un actif qu'on utilisera via des intermédiaires. Ouais. Alors que si c'était justement une politique plus restrictive, ça l'ouvrirait un peu plus. Et donc du coup, on parlait de la Russie qui avait ouvert donc la possibilité d'utiliser donc le Bitcoin pour échanger avec le El Salvador. Est-ce que dans le discours officiel en Iran, on a déjà parlé ou considéré l'alternative Bitcoin pour faire du commerce à l'international, ou c'est vraiment quelque chose qui pour l'instant, pas d'actualité? Non, c'est pas du tout d'actualité. La seule chose qui peut être positive sur les crypto-monnaies et l'Iran, c'est qu'ils ont refusé de passer une loi, ils ont refusé d'adopter une loi qui taxait les plus-values en crypto-monnaie. Donc en Iran, ils ne sont pas taxés sur les plus-values. Il n'y a pas de taxe sur les plus-values en Bitcoin? Il n'y a pas en Iran? En crypto-monnaie, ouais, il n'y a pas de taxe. C'est en fait, incroyable ça. Et donc c'est pour ça, en fait, là-bas c'est un entre-deux, comme on l'a mentionné juste avant, où l'État en fait est en train d'accepter Bitcoin parce que ça le permet de s'émanciper, notamment dans ses relations avec la Russie et d'autres pays. Mais en même temps, pas trop, parce que ça permet à la population de s'émanciper et ça, ils aiment pas trop. Et donc, ils sont dans cet entre-deux de on veut Bitcoin, mais on n'en veut pas trop. Et donc, au niveau des lois, en tout cas, c'est très libre encore aujourd'hui. Ah ouais, donc c'est un peu l'Eldorado du Bitcoin. Toi, par exemple, tu as la nationalité iranienne? Ouais. Ah ouais, donc toi, typiquement, si tu es un agent rationnel et que tu veux cash out du Bitcoin en respectant un petit peu les lois, tu pourrais aller là-bas, ouvrir un compte bancaire, cash out et puis t'acheter une maison avec, quoi. Techniquement, c'est faisable. Après, je sais pas si c'est smart de je te faire donne, ça. Oui, non, forcément. Hein, mais... Parce qu'en Iran, ouais, je sais pas comment ça pourrait se passer. Je sais pas si tu as envie d'investir là-bas, forcément. Ouais. Pas forcément investir, mais même juste aller là-bas, je sais pas si c'est safe pour moi d'y aller à 100%. Donc, ok, mais c'est bon à savoir. Ouais. Okay. C'est une possibilité si vous êtes iranien et que vous n'avez pas de problème avec l'État. Ouais, ça peut être une bonne solution. Ok. Eh ben, je trouve que c'est un bon sujet pour terminer. Si jamais on veut s'installer pour une citadelle en Iran, espérons que la situation se calme un petit peu sur la géopolitique et ce serait un bel endroit en tout cas. Bah ouais, s'il y a une autre évolution dans les prochaines années qui vient, je sais pas, enlever le gouvernement des mollahs, peut-être qu'on pourrait avoir un El Salvador numéro 2. Il nous faudrait un Bukele iranien. Ça, ouais. Bah, je connais plusieurs candidats, ça pourrait être pas mal d'essayer de les pousser pour... Merci Marius. Super, merci beaucoup merci à toi. de m'avoir reçu.